Je m'appelle Céleste Aumont-Ferrier, j'ai 43 ans. Et un mardi matin d'octobre, j'ai roulé jusqu'au bout de mon allée, j'ai arrêté le moteur et je suis restée là à regarder mon sac de voyage, le Marine avec la fermeture éclair qui coince depuis 2 ans. Celui que je me dis à chaque fois que je vais faire réparer. Posé contre ma boîte aux lettres comme un carton qu'on aurait mis dehors pour la collecte. Mon sac, ma boîte aux lettres, mon allée. Et mon mari, debout dans la cuisine de ma maison, sur mon terrain, avec une femme que je n'avais jamais vue en train de déballer des cartons. Je veux que vous compreniez quelque chose sur ce moment-là. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas sortie de la voiture pour frapper à la porte. Je n'ai appelé personne en panique. Je suis restée là peut-être 90 secondes. J'ai compté les graviers devant mon pneu avant gauche, ce qui est une chose étrange à faire, mais c'est là où j'en étais. Et puis, j'ai tendu le bras vers le siège passager, j'ai pris le bloc de papier que je garde toujours là et j'ai écrit 4 mots. Appeler Édouard. Tout documenté. Puis, j'ai parcouru les 200 mètres qui me séparent de la maison de ma mère, sur la même parcelle de terrain, et je me suis autorisée à respirer. Si vous vous demandez déjà comment on en arrive là, comment une femme se retrouve chassée de chez elle par son propre mari pendant qu'une autre s'y installe, je vais tout vous raconter. Mais avant de vous ramener au début, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite. Likez cette vidéo si vous pensez avoir besoin de savoir comment ça se termine. Et laissez-moi un commentaire, d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chaque commentaire, vraiment, et ça compte pour moi de savoir qui est de l'autre côté. Bon, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Bergerac, en Dordogne. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour planter un décor pittoresque. Je dis ça parce que le terrain sur lequel j'ai grandi est le fondement littéral de tout ce qui m'est arrivé. Pas une métaphore, le terrain. 2 hectares en bordure de Bergerac, côté nord, que mon arrière-grand-père avait acheté en 1953. Le genre de propriété qui ne valait pas grand-chose aux yeux de l'administration, mais qui valait tout pour nous. Mon père, Bernard Aumont, était géomètre expert indépendant. Il connaissait chaque limite cadastrale du canton, comme d'autres hommes connaissent les résultats de football. Il tenait ses relevés de bornage, ses extraits de plan cadastral, ses actes de servitude, ses chaînes de titres, dans une armoire métallique grise dans le couloir qu'on n'avait pas le droit de toucher. Cette armoire était le meuble le plus important de la maison. Je l'avais compris avant de comprendre à peu près n'importe quoi d'autre. Ma mère, Geneviève, tenait la maison avec une sorte de rigueur tranquille que j'avais longtemps prise pour de la froideur et que je comprends maintenant n'être rien d'autre que de la compétence. Elle ne gaspillait pas les mots, elle ne simulait pas la chaleur, mais si quelque chose devait être fait, elle le faisait. Complètement, correctement, sans se plaindre. Enfant, j'aurais voulu qu'elle soit plus douce. Aujourd'hui, je me regarde dans un miroir et je la vois, et je ne veux plus rien de différent. Fille unique, juste moi et le terrain, et l'armoire grise de mon père. Et la règle non formulée selon laquelle les Aumont ne donnent pas ce qui leur appartient. J'avais 12 ans quand un voisin, un certain Maurice d'Artigues, qui possédait la parcelle à l'est de la nôtre, a décidé qu'il avait utilisé une bande de notre terrain suffisamment longtemps pour en réclamer l'usage. Il avait garé ses machines agricoles sur le bord de notre propriété pendant des années, et un matin, il a déposé une requête au tribunal de grande instance de Périgueux en invoquant une prescription acquisitive de fait. Mon père n'a pas élevé la voix. Il n'est pas allé frapper à la porte de Maurice d'Artigues.
Il est allé à son armoire métallique, il a sorti un dossier Kraft, il a déplié ses relevés de bornage sur la table de la cuisine. Je me souviens du son qu'il faisait en s'ouvrant, ce froissement sec du papier calque. Et 6 semaines plus tard, il se tenait devant un magistrat au tribunal de Périgueux et il démontait l'argumentation de Maurice Dartigues en 40 minutes chrono. J'étais assise au fond de la salle d'audience. Je portais mon manteau du dimanche, celui couleur bordeaux avec les boutons dorés, et mes pieds ne touchaient pas tout à fait le sol. J'ai regardé mon père parler calmement, précisément, et poser des documents qui ne pouvaient pas être contredits. Je n'ai jamais oublié ce que ça ressemble quand un dossier gagne. Et si vous avez déjà eu quelque chose qui vous appartenait, quelque chose que vous avez construit, quelque chose que vous avez hérité, quelque chose que vous avez simplement mérité, traitez comme si c'était discutable, négociable, comme si quelqu'un d'autre y avait plus de droits que vous, simplement parce qu'il était plus bruyant, plus sûr de lui, plus disposé à faire une scène. Je crois que vous voyez déjà où cette histoire va. Et je crois que vous comprenez exactement pourquoi je vous la raconte. Si ça touche quelque chose, likez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que se taire n'est pas la même chose qu'avoir perdu. Et laissez-moi continuer. J'ai payé mes études en grande partie moi-même, une bourse partielle et le reste, j'ai travaillé. Les week-ends dans l'étude de Maître Delbreil à Bergerac, ce qui s'est révélé être l'une de ces décisions accidentellement parfaites qu'on ne reconnaît comme telles que bien plus tard. Licence de droit à Bordeaux, master en droit notarial. J'ai prêté serment à 32 ans. J'ai repris l'étude à 38 après avoir racheté les parts de mon associé fondateur. Aujourd'hui, je suis notaire associé, spécialisé en droit immobilier, succession et actes de propriété foncière. Mon travail consiste à trouver les endroits où le titre ne raconte pas une histoire propre, les lacunes, les erreurs, les moments où quelqu'un a supposé quelque chose que les documents n'étaient pas en mesure de confirmer. Je suis très bonne dans mon travail. J'ai rencontré Olivier Marchand à 31 ans, dans une quincaillerie à Bergerac, de tous les endroits ordinaires. Il était charmant de la façon dont certains hommes sont charmants, immédiatement, sans effort apparent, avec juste ce qu'il faut d'autodérision pour paraître fiable. Il était maçon, gérant de sa propre entreprise de rénovation. Il savait construire des choses. Il me semblait solide et je crois que j'ai confondu la performance de la solidité avec la chose réelle. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Il avait 35 ans. J'en avais 33. Les premières années n'étaient pas mauvaises du tout, à vrai dire. Il y a eu des saisons dans ce mariage qui étaient genuinement bien. Je veux être honnête là-dessus. Olivier n'était pas un monstre. C'était un homme avec un angle mort particulier. Et cet angle mort, c'était moi. Nous avons construit une maison sur une partie du terrain familial. Il a fait une grande partie des travaux lui-même, ce dont il était fier et ce que je respectais sincèrement à l'époque. Nous avons coulé cette dalle ensemble, nous avons choisi ces fenêtres ensemble, nous avons décidé de l'orientation de la terrasse ensemble. Ce que nous n'avons pas fait, ce qu'Olivier n'a pas pensé à faire, ou peut-être y a-t-il pensé en se disant que ça s'arrangerait plus tard, c'est mettre son nom sur le terrain sur lequel on bâtissait. Parce que le terrain était le mien. L'acte de propriété était à mon nom, enregistré au service de la publicité foncière, transmis par la succession de mon père sous forme de donation-partage authentique, signé chez Maître Delbreil à Bergerac. Mon père y avait réfléchi 2 ans avant de mourir, il avait tout préparé, et l'acte avait été signé et publié en 2021 sans la moindre ambiguïté. Olivier était à la table de la cuisine l'après-midi où le notaire nous en a expliqué les termes. Il a hoché la tête. Il a serré la main du notaire. Il a dit « C'est parfait, ma chérie ». Et il est retourné à son téléphone. Il n'y a plus jamais pensé. Moi, je n'ai jamais cessé d'y penser.
Le refroidissement du mariage n'est pas une histoire dramatique. Il n'y a pas eu de moment unique où tout a cassé. Il y a eu un retrait long et lent. Du côté d'Olivier d'abord, puis du mien en réponse. Comme deux personnes debout aux deux extrémités d'un quai, chacune reculant d'un demi-pas, jusqu'au matin où vous levez les yeux et réalisez que la distance n'est plus franchissable. J'ai remarqué la nouvelle montre qu'il s'était achetée en mars. J'ai remarqué les messages qu'il retournait face contre la table. J'ai remarqué la façon dont il avait cessé de me demander comment s'était passée ma journée, de s'asseoir à table le soir, d'être présent dans quelque endroit qui aurait exigé de lui d'être avec moi. J'ai remarqué. Et puis, j'ai appelé Maître Édouard Vasseur à Périgueux un mercredi de février. J'ai pris rendez-vous et j'ai apporté mon dossier. J'ai toujours un dossier. En octobre, j'avais passé 8 mois à me préparer pour la conversation que je savais venir. J'avais extrait tous les documents. J'avais vérifié la chaîne de titres. J'avais confirmé 3 fois, parce que c'est qui je suis, que le nom d'Olivier Marchand n'apparaissait nulle part dans les actes publiés au service de la publicité foncière. Pas sur la parcelle d'origine, pas sur le bornage, pas sur un quelconque acte, servitude ou instrument enregistré dans le département depuis 12 ans. J'attendais le bon moment pour agir. C'est lui qui a agi en premier. Et quand je me suis retrouvée au bout de cette allée gravillonnée en octobre, à regarder mon sac contre ma boîte aux lettres, j'ai ressenti quelque chose que je reconnaissais. Pas de la peur. Pas même de la colère, pas vraiment. C'était le même sentiment qu'à 12 ans, dans cette salle d'audience, à regarder l'avocat de Maurice Dartigues comprendre que mon père avait un dossier et que le dossier allait gagner. Je me sentais prête. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère. Elle m'a versé un café sans demander. Je me suis assise à sa table de cuisine et j'ai dit « Il a changé la serrure ». Et Geneviève Aumont, qui n'a jamais de sa vie gaspillé un mot, m'a regardé de l'autre côté de cette table et a dit « Il peut changer ce qu'il veut dans cette maison. Il ne peut pas changer ce qu'il y a en dessous. » J'ai enveloppé ma tasse des 2 mains. J'ai dit « Je sais, maman. » Elle a hoché la tête, ce hochement unique et particulier qu'elle fait quand une question est réglée, et elle a monté le volume de la radio. C'était le matin de tout ça. Olivier m'a envoyé un SMS à 11h47. Je connais l'heure exacte parce que j'ai photographié l'écran avant de le lire jusqu'au bout. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne désormais. Documenter d'abord, ressentir ensuite. Le message disait « Tes affaires sont près de la boîte. Il faut qu'on parle de la suite. Je pense que c'est mieux pour nous deux. » Je l'ai lu 2 fois. J'ai pris la photo. Je l'ai transférée au cabinet de Maître Vasseur avec un message de 3 mots. Ça a commencé. Puis, j'ai posé mon téléphone face contre la table de cuisine de ma mère et j'ai terminé mon café. Ce que personne ne vous dit sur une trahison que vous avez vue venir, c'est qu'elle arrive quand même. La préparation n'amortit pas le choc de la façon dont vous l'imaginez. Vous pouvez savoir quelque chose intellectuellement, vous pouvez l'avoir su pendant 8 mois, avoir construit une stratégie juridique autour de cette certitude, avoir un dossier dans votre armoire au cabinet avec chaque document classé par date, et le moment où ça devient réel, où ça devient un mardi matin et un sac dans une allée, et les cartons d'une autre femme empilés dans votre salon, quelque chose dans votre poitrine tombe quand même. Pas jusqu'au fond, mais assez. Je suis restée à la table de ma mère encore 1 heure. Geneviève se déplaçait dans la cuisine en faisant ce qu'elle fait toujours, rinçant les tasses, essuyant le plan de travail, vérifiant la mangeoire des oiseaux par la fenêtre, ne me posant aucune question. C'est sa version du réconfort. Elle ne vous envahit pas. Elle reste assez proche pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seule, et elle vous fait confiance pour parler quand vous serez prête. Je n'étais pas encore prête. Alors j'ai regardé ses mains, ses petites mains précises avec la montre de mon père, glissant trop large à son poignet gauche,
et je me suis laissée rester à l'intérieur de l'injustice de ce matin sans essayer de la réparer encore. Olivier a appelé à 2 heures de l'après-midi. J'ai répondu. J'avais décidé que je répondrais. Il m'importait de ne pas être la personne qui disparaît, qui se tait, qui laisse la peur ou la blessure prendre les décisions. Quoi que j'allais faire, j'allais le faire les yeux ouverts et la voix stable. Céleste. Il a dit mon prénom comme une affirmation. Pas une question, pas un bonjour. Juste la confirmation que j'avais décrochée. Olivier. Je pense que tu sais ce qui se passe. Je ne cherche pas à être cruelle. Je pense juste que c'est le moment. Je crois qu'on le sait tous les deux. J'ai laissé passer un silence. Je suis d'accord avec toi, j'ai dit. C'est le moment. Silence de son côté. Il s'était préparé aux larmes ou à la colère. Mon accord l'a complètement déstabilisé et je sentais qu'il recalibrait. Il va falloir qu'on règle la question de la maison, a-t-il dit en se reprenant. Je pense qu'on peut être adulte raisonnable sur la maison. On aura absolument besoin de parler de la propriété, j'ai dit. Il y a des choses sur la situation que tu vas devoir comprendre. Je pense qu'à ce stade, il vaut mieux laisser les professionnels gérer les détails. Tu vas avoir des nouvelles du cabinet de Maître Vasseur. Un silence. Tu as un avocat ? J'ai un avocat depuis février, Olivier. Un autre silence, plus long. Tu ne vas pas rendre ça facile, a-t-il dit finalement. Et il y avait quelque chose dans sa voix, ni vraiment de la colère, ni vraiment de la surprise. Le ton précis d'un homme qui vient de comprendre que la femme qu'il avait sous-estimée avait 3 longueurs d'avance sur lui depuis près d'1 an. Je ne crois pas que l'un ou l'autre d'entre nous soit en position de définir ce que facile veut dire en ce moment, j'ai dit. Profite bien de ta soirée. J'ai raccroché. Je veux que vous restiez avec ça 1 seconde, parce que je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous vous demandez, est-ce qu'il a envisagé, ne serait-ce qu'un instant, à quel nom était cet acte de propriété? Est-ce qu'il a jamais posé la question? Est-ce qu'il a jamais regardé? Il n'a pas regardé. J'en suis absolument certaine. Parce qu'Olivier est le genre d'homme qui suppose. Il suppose que les choses lui appartiennent quand il en a été suffisamment proche. Il avait construit cette maison de ses mains, et dans sa tête, ça en faisait la sienne. Comme on peut avoir l'impression qu'un livre nous appartient parce qu'on l'a lu 3 fois, peu importe à quel nom est l'exemplaire. Il était tellement certain de sa position qu'il n'en avait jamais vérifié les fondations. Pas une seule fois en 12 ans. Et je ne cesse de penser à ce que ça signifie d'être aussi certain de quelque chose qu'on n'a jamais vérifié. De tout miser. Une nouvelle relation, la stabilité d'une autre femme, tout son plan pour la suite sur une supposition qu'on n'a jamais pris la peine de confirmer. Est-ce que vous avez déjà fait confiance à quelqu'un si complètement que vous n'avez jamais pensé à vérifier? Ou est-ce que vous avez été de l'autre côté, la personne qui regardait quelqu'un avancer avec assurance dans la mauvaise direction, qui savait ce qui s'en venait, qui attendait le bon moment? Je veux savoir. Laissez-le dans les commentaires, je les lis tous, vraiment. Parce que cet espace précis, l'écart entre ce qu'on croit posséder et ce que le titre dit réellement, ce n'est pas uniquement une question de propriété foncière, ça traverse tout. Les couples, les familles, les histoires. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent exactement de quoi je parle. Maître Vasseur a déposé la notification formelle le lundi suivant. Je n'étais pas présente quand Olivier l'a reçue. J'étais à mon bureau à Bergerac, en train d'examiner une chaîne de titres pour une propriété en Périgord noir. Une affaire sans aucun rapport impliquant un litige de bornage datant de 1981. Faisant mon travail, buvant le mauvais café du cabinet dans un mug ébréché, parfaitement ordinaire. La paperasse travaillait sans moi.
Maître Vasseur m'a dit plus tard que le premier appel d'Olivier, après avoir reçu la notification, avait été pour son frère Rémi, qui lui avait recommandé un avocat de Périgueux qui traitait principalement des affaires de permis de construire contestés et de litiges de voisinage simples. Pas un spécialiste du droit foncier, pas un expert en titre de propriété, juste quelqu'un que Rémi connaissait. Je ne dis pas ça par cruauté, je le dis parce que ça vous dit tout sur la façon dont Olivier avait réfléchi à sa position. Ce que la notification de Maître Vasseur disait, dans le langage soigneux et précis de la correspondance juridique, était ceci. La construction à usage d'habitation dans laquelle résidait actuellement M. Olivier Marchand était située sur un terrain appartenant exclusivement à Mme Céleste Aumont-Ferrier, tel qu'enregistré au service de la publicité foncière, référence cadastrale et numéro de volume et folio joint, relevé de bornage joint, chaîne de titre complète remontant à 1953 jointe. Le nom d'Olivier Marchand n'apparaissait sur aucun acte publié en lien avec ce terrain. La construction elle-même, en tant qu'amélioration bâtie sur un terrain sans acte de propriété séparé, sans bail enregistré, sans aucun instrument juridique établissant une propriété indépendante du bâti distincte de la parcelle sous-jacente, était soumise à la procédure foncière en cours d'introduction. L'avocat d'Olivier, une fois qu'il avait réellement lu les documents, a rappelé Olivier et a dit des choses que l'on m'a rapportées comme ayant dû être répétées 2 fois avant d'être comprises. Vous avez construit une maison sur son terrain. Votre nom n'est pas sur le terrain. La maison est sur le terrain. C'est un problème juridique sérieux. Et Olivier a dit « J'ai construit cette maison. J'ai monté les murs, posé la charpente, fait la plomberie, les finitions. C'est moi qui l'ai construite. » Et l'avocat a dit « Je comprends ça. La question de ce que vous avez construit est séparée de la question du titre. Le titre, c'est l'acte. L'acte dit « Céleste Aumont-Ferrier ». Je ne sais tout cela que parce que Maître Vasseur me l'a rapporté, avec l'expression soigneusement neutre d'un homme qui a vu beaucoup de gens découvrir trop tard que la supposition n'est pas la même chose que la documentation. Pendant ce temps, il y avait Sandrine. Je veux être prudente ici, parce qu'il serait facile et peut-être satisfaisant, d'une façon petite et bon marché, de faire de Sandrine la méchante de cette partie de l'histoire. Elle ne l'est pas. C'est une femme de 34 ans, sortie d'une première relation longue et décevante, qui cherchait quelque chose de stable, qui avait entendu Olivier décrire une maison, un terrain, une vie établie et qui l'avait cru. Elle avait quitté son appartement à Marmande. Elle avait perdu sa caution. Elle avait transporté ses affaires sur 2 week-ends dans la voiture d'Olivier et un camion emprunté. Elle s'était habillée pour un commencement. Pull rose poudré, jean clair, les soins portés de quelqu'un qui veut faire bonne impression sur un endroit qu'elle va appeler chez elle. Elle était au milieu de la faim de quelqu'un d'autre et personne ne le lui avait dit. Quand Olivier lui a expliqué la situation, pas d'un coup, pas complètement, de la façon dont on explique quelque chose quand on espère encore que ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air, Sandrine s'est assise à la table de cuisine de cette maison et elle est devenue très immobile. « Tu m'avais dit que c'était ta maison, » elle a dit. « C'est sur ton terrain. » Il y a eu un long silence, et Olivier a dit la chose que certains hommes disent toujours quand le sol se dérobe sous eux. C'est compliqué. Sandrine l'a regardé un long moment. Puis elle s'est levée, elle est allée dans la chambre et elle s'est assise sur le bord du lit. Le lit qui avait été refait avec ses draps à elle, son plaid à elle, ses coussins décoratifs qu'elle avait apportés dans un sac de course. Et elle est restée très silencieuse. Je n'étais présente à rien de tout ça. J'étais à la maison de ma mère le soir, dans ma chambre d'enfance, dans le lit où j'avais dormi de mes 4 ans à mes 18 ans, à regarder le même plafond qu'enfant.
Le papier peint de cette chambre est jaune pâle avec un motif répété de petits épis de blé. Je l'avais regardé tellement de fois enfant que j'en connaissais le rapport. Toutes les 14 cm environ, le motif recommence. J'étais allongée là, à regarder les épis de blé, et je pensais à Sandrine, assise sur ce lit. Et je ressentais pas de la satisfaction, quelque chose de plus compliqué, quelque chose de plus proche de la fatigue et du deuil pour tout le monde emporté dans le naufrage des certitudes d'un homme, y compris moi-même. Y compris la version de moi qui s'était tenue dans cette cuisine 12 ans plus tôt et avait senti, pour la première fois, que quelqu'un l'avait choisi. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Vasseur et j'ai dit « Allons-y ». Il a dit « Je suis prêt depuis février, Céleste ». J'ai dit « Je sais, moi aussi, il me fallait être prête ». Et j'ai posé le téléphone, j'ai éteint la lampe, j'ai regardé le papier peint aux épis de blé dans le noir et je me suis laissé ressentir tout ça, le deuil, la colère et ce soulagement étrange, tranquille, terrible, d'une chose qui a enfin, irrévocablement, commencé. J'ai toujours préparé les choses comme mon père m'avait appris à les préparer. Pas dans l'urgence, pas dans le drame, mais par l'accumulation lente de tout ce qui ne peut pas être contredit. Des documents, des dates, des faits enregistrés. Le genre de preuve qui n'a pas besoin que vous leviez la voix parce qu'elle parle à un volume que personne ne peut couvrir. Dans les 2 semaines entre le dépôt de la notification par Maître Vasseur et la procédure foncière formelle, je me suis préparée. J'allais au cabinet tous les jours. J'examinais des chaînes de titres. Je buvais le mauvais café. Je répondais à mes mails. Je parlais à mes collaborateurs de la même façon mesurée qu'à l'habitude, et aucun d'eux ne savait, ou s'ils soupçonnaient que quelque chose avait changé en moi, ils avaient la politesse de ne rien dire. Il y a une femme dans mon cabinet qui s'appelle Marie-Vonne, clerc principale depuis 28 ans, qui lit l'état émotionnel d'une personne comme elle lit un acte de propriété, complètement et sans commentaire. Un après-midi, elle a posé un carré de chocolat noir au bord de mon bureau, n'a rien dit et est retournée dans son bureau. C'était l'intégralité de sa reconnaissance du fait que quelque chose se passait dans ma vie. J'ai mangé le chocolat. J'ai continué à travailler. Le soir, à la maison de ma mère, j'utilisais la table de cuisine après dîner pour étaler mes propres documents. L'acte de donation-partage original. Le relevé de bornage que mon père avait fait établir en 2019, 2 ans avant de mourir, quand il avait commencé le processus de transmission du terrain. L'acte authentique, signé, notarié, publié, propre comme tout ce que j'avais examiné professionnellement. J'avais traité des centaines de chaînes de titres dans ma carrière, des enchevêtrés, des brisés, des chaînes où un document de 1967 manquait et où il fallait tout reconstruire à partir des matrices cadastrales et des archives de la conservation des hypothèques. La mienne n'était pas comme ça. La mienne était une ligne droite de 1953 à mon nom, ininterrompue, sans ambiguïté. Maître Vasseur m'a appelé un jeudi soir. Il avait reçu quelque chose de l'avocat d'Olivier, une contre-argumentation de sorte qu'il m'a décrite avec la neutralité soigneuse d'un homme qui essayait de ne pas commenter. Il invoque la théorie de l'enrichissement sans cause, a-t-il dit. La position est que les travaux d'Olivier dans la construction de la maison et l'entretien continu de la propriété pendant 12 ans de mariage constitue une créance suffisante sur la construction elle-même, même en l'absence de son nom sur l'acte de propriété du terrain sous-jacent. Je suis restée silencieuse un moment. « C'est pas rien », j'ai dit, parce que ce n'était pas rien. Je veux être honnête là-dessus. Olivier avait construit cette maison de ses mains. Il avait monté les murs, posé la charpente, passé des week-ends sur ce toit et des soirées dans ce vide sanitaire.
Et moi, je lui avais apporté du café et tenu des lampes de poche et fait à dîner pendant qu'il travaillait. La maison existait en partie grâce à lui, d'une façon que le terrain n'avait pas. Ce n'est pas rien, a confirmé Maître Vasseur. Mais ce n'est pas non plus un titre. Le tribunal peut accorder une reconnaissance de la contribution en travaux, une indemnité. Le terrain lui-même n'est pas en question. Le terrain ne peut pas être en question. Combien ? J'ai demandé. Il m'a donné une fourchette. Je l'ai laissé poser. C'était moins que ce qu'Olivier s'imaginait, j'en étais certaine. C'était plus que ce que j'aurais préféré payer. Mais c'était un chiffre qui avait un plancher et un plafond. Et c'était un chiffre qui me laissait sur mon terrain, dans ma maison, avec mon nom sur le seul document qui comptait. « D'accord », j'ai dit. « Il y a autre chose », a dit Maître Vasseur. Son avocat a fait une demande informelle concernant votre lien professionnel au service de la publicité foncière. Si une relation entre votre qualité de notaire et les conditions dans lesquelles l'acte a été publié pourrait constituer un conflit d'intérêts. J'ai presque souri. Pas tout à fait, mais presque. Je n'ai pas instrumenté l'acte, Maître Vasseur. Je travaille à Bergerac. L'acte a été reçu à Bergerac par Maître Delbray, l'étude de famille, en 2021. 2 ans avant que je sois associé principal, par une étude avec laquelle je n'ai aucun lien professionnel. « Je sais », a-t-il dit. « Je vous le dis parce que je pensais que vous voudriez savoir qu'ils ont cherché. » « Ils ont cherché, » j'ai dit, « et ils ont trouvé un acte propre. »« Absolument propre, » a-t-il dit. Et j'ai entendu dans sa voix, pas de la satisfaction exactement, mais l'appréciation professionnelle d'un homme qui passe sa vie dans un domaine où les actes propres sont plus rares qu'ils devraient l'être. La veille de la procédure formelle, je me suis assise sur la terrasse de ma mère. C'était novembre, le premier vrai froid de la saison, et la crête boisée derrière la propriété avait dépassé les couleurs pour entrer dans le gris-brun nu de la fin d'automne. J'avais une couverture sur les épaules et une tasse de tisane que je ne buvais pas vraiment, et Geneviève est sortie s'asseoir dans l'autre chaise sans qu'on le lui demande. On n'a pas parlé pendant un moment, le genre de silence entre nous qui n'est pas vide. Puis elle a dit: « Ton père aurait eu quelque chose à dire sur tout ça. » Qu'est-ce qu'il aurait dit? Elle y a réfléchi. Quelque chose de court, a-t-elle dit, quelque chose qui aurait semblé simple et qui ne l'aurait pas été. J'ai ri, un vrai rire, le premier depuis longtemps, le genre qui vous surprend en arrivant. Oui, j'ai dit, ça lui ressemble. Elle a tendu le bras et posé sa main sur mon bras. Juste une seconde, puis elle l'a reprise. C'était le geste le plus démonstratif que Geneviève Aumont avait fait envers moi depuis un bon moment. Et il est arrivé avec le poids entier de tout ce qu'elle ne disait pas. Le matin, je me suis habillée délibérément. Pull col roulé bleu marine. Le ajusté, celui que je portais le jour où on avait changé la serrure, parce que j'avais décidé que je voulais fermer cette boucle dans les mêmes vêtements que ceux dans lesquels elle s'était ouverte. Jean droit anthracite, bottines cognac. La chevalière de mon père à l'annulaire droit. Pas de bague à la main gauche. J'ai pris mon dossier. J'ai pris l'A89 vers Périgueux, la route que j'ai faite des centaines de fois, passer les sorties que j'utilise depuis que j'ai le permis, passer le château d'eau sur la colline dont je lis le nom automatiquement même si je pourrais le dire les yeux fermés. J'ai remarqué les choses que je remarque toujours. La ferme avec les 3 chevaux qui se tiennent près de la clôture dans le froid, le panneau publicitaire pour un avocat en dommages corporels qui est là depuis avant que j'aie mon baccalauréat. L'endroit où la route descend et où la vallée s'ouvre et où vous pouvez voir pendant 4 secondes environ, très loin dans toutes les directions. J'ai pensé à Olivier. Pas avec colère. J'étais passée par la colère des mois plus tôt et j'en étais sortie de l'autre côté, dans quelque chose de plus net.
J'ai pensé à qui il avait été quand je l'avais rencontré pour la première fois. L'homme à la quincaillerie. L'homme qui était venu sur le terrain familial un dimanche après-midi et qui avait marché sur la crête avec mon père et qui avait écouté Bernard parler de la propriété avec ce qui semblait à l'époque être un respect sincère. Mon père l'avait apprécié. Pas profondément, pas inconditionnellement. Mon père n'appréciait pas les gens inconditionnellement, mais assez pour hocher la tête d'approbation quand je lui avais annoncé qu'on allait se marier. Je me demande parfois ce qu'elle donne, ce que Bernard avait vu. S'il savait que quelque chose dans tout ça était provisoire. Si la donation partage, établie l'année avant qu'Olivier et moi commencions à avoir des problèmes, ce qui était aussi l'année où mon père avait été diagnostiqué de la maladie qui allait l'emporter 2 ans plus tard, était coïncidence ou préparation. Si Bernard Aumont, qui avait passé une vie entière à lire les terres et les gens, avait compris quelque chose sur la situation que je choisissais encore de ne pas voir. Je ne saurais jamais. Mais j'ai l'acte. La procédure elle-même s'est tenue dans une salle de réunion au cabinet de Maître Vasseur à Périgueux. Pas un tribunal, parce que ça n'avait pas escaladé jusque-là. Parce que le dossier était trop propre pour qu'un procès soit viable du côté d'Olivier. Olivier était là avec son avocat, un homme trapu du nom de Bonnet qui n'arrêtait pas de cliquer son stylo. Olivier portait sa bonne chemise, la bordeaux à carreaux, et il s'était rasé. Il ressemblait à un homme qui essayait de paraître raisonnable, ce qui est différent d'être raisonnable, de la même façon que paraître calme est différent d'être calme. Il ne m'a pas regardé quand je suis entrée. Je me suis assise. J'ai posé mon dossier sur la table. Maître Vasseur s'est installé à côté de moi, lunettes de lecture à la main. Bonnet a ouvert avec l'argument de l'enrichissement sans cause. Les travaux d'Olivier, sa sueur, ses week-ends sur ce toit. Il a parlé pendant environ 6 minutes et l'argument n'était pas sans mérite. Je m'étais déjà dit à moi-même qu'il n'était pas sans mérite. Puis Maître Vasseur a ouvert un second dossier, un que je n'avais pas vu le contenu, et a fait glisser un document à travers la table vers Bonnet. J'ai regardé Maître Vasseur. Il m'a regardé avec l'expression particulière d'un homme qui avait gardé quelque chose pour le bon moment. Le document était la confirmation obtenue auprès du service de la publicité foncière qu'aucun bail, aucune convention d'occupation précaire, aucun droit d'usage n'avait jamais été publié, enregistré ou formalisé en lien avec la construction à usage d'habitation sur la parcelle Aumont-Ferrier. Ce qui signifiait que l'occupation de 12 ans par Olivier d'une maison sur un terrain qui ne lui appartenait pas n'avait jamais été formalisée dans aucun instrument. Ce qui signifiait, juridiquement, qu'il n'existait aucune base enregistrée à sa prétention d'y rester. Bonnet a cessé de cliquer son stylo. La construction, a dit Maître Vasseur, de la voix tranquille d'un homme qui a tout son temps, a été bâtie sur le terrain de Madame Aumont-Ferrier, avec la connaissance et le consentement de Madame Aumont-Ferrier au cours de leur mariage. Nous ne contestons pas la contribution en travaux. Nous sommes prêts à reconnaître cette contribution sous la forme d'une indemnité négociée. Il a nommé un chiffre. C'était en bas de la fourchette qu'il m'avait donnée au téléphone. Bonnet a regardé Olivier. Olivier regardait la table. Ce chiffre, a dit Bonnet prudemment, ne reflète pas la valeur totale de... Il reflète la valeur totale de ce que M. Marchand peut légalement revendiquer, a dit Maître Vasseur, toujours tranquille, toujours sans se presser. Ce qui est la contribution en travaux. Pas le terrain, pas la construction en tant que partie intégrante et permanente d'un terrain qui ne lui appartient pas, la contribution en travaux. Olivier a levé les yeux alors. Il m'a regardé.
la première fois qu'il me regardait directement depuis que j'étais entrée. Et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais pas anticipé et pour lequel je n'étais pas entièrement préparée. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas non plus de la défaite, pas exactement. C'était l'expression précise d'un homme qui vient de comprendre, pleinement et définitivement, la forme de l'erreur qu'il avait faite. Pas le changement de serrure, pas la liaison, quelque chose de plus large et de plus silencieux que les deux. L'erreur de passer 12 ans à côté d'une femme sans jamais vraiment comprendre qui elle était. Et voilà ce que je n'avais pas prévu de ressentir dans ce moment. La chose que je n'aurais pas pu nommer si vous me l'aviez demandé et que je ne peux pas tout à fait nommer même maintenant. J'ai eu de la peine pour lui. Pas assez pour changer quoi que ce soit. Pas de la peine de la sorte qui réorganise les décisions ou rouvre les portes, mais de la peine de la façon dont on en a pour quelqu'un qui a marché avec assurance dans la mauvaise direction pendant très longtemps et qui vient seulement de s'en rendre compte. Il n'était pas un monstre. C'était un homme avec un angle mort de la taille d'un acte de propriété, qui avait passé des années à croire que la proximité valait la possession, que la présence valait le titre, que la femme qui ne faisait pas de scène n'avait simplement aucun terrain sur lequel se tenir. Il avait tellement de terrain. Il ne savait simplement pas qu'il était le sien à elle. J'ai ouvert mon dossier. Je n'en avais pas besoin. Maître Vasseur avait tout. Mais je l'avais porté jusqu'ici et j'allais le poser sur cette table. L'acte de donation-partage sur le dessus. Le nom de mon père dans la transmission. Mon nom en bas. Le cachet du notaire dans le coin. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste posé là. Bonnet l'a regardé. Olivier l'a regardé. Et Maître Vasseur m'a regardé avec ses lunettes à mi-hauteur sur le nez et n'a rien dit, parce qu'il n'y avait rien à dire. L'accord a été conclu en moins d'1 heure. Quand c'était terminé, je me suis levée. J'ai repris mon dossier et j'ai regardé Olivier une dernière fois. Pas pour lui faire du mal, pas pour gagner, juste pour fermer la boucle. Et j'ai dit la seule chose que j'avais préparée à dire dans cette salle. J'espère que le prochain endroit où tu vivras, c'est quelque part où ton nom est sur l'acte. Puis, je suis sortie. Le couloir du cabinet de Maître Vasseur a une fenêtre au bout qui donne sur le parking en direction d'une rangée de chênes, presque nues en novembre, quelques dernières feuilles tenant encore dans le vent. Je me suis arrêtée à cette fenêtre un moment, et ce que je ressentais, debout là avec mon dossier sous le bras et la chevalière de mon père contre ma paume, n'était pas du triomphe. Ce n'était même pas du soulagement, pas entièrement. C'était la sensation d'un souffle retenu depuis longtemps, enfin, prudemment, relâché. Je ne suis pas rentrée directement après. J'ai roulé un moment. Les routes du département, celles que je connais assez bien pour les parcourir sans y penser, celles qui me permettent de couvrir de la distance sans rien exiger de moi. J'avais le bloc de papier sur le siège passager et je n'y ai rien écrit. J'ai juste roulé, passé les champs nus et les lignes de clôture et la ferme avec les 3 chevaux, et j'ai laissé la procédure s'installer dans le passé là où elle avait sa place. Il y a une sorte d'épuisement particulier qui vient non pas du combat lui-même, mais de la durée pendant laquelle on s'est tenu prêt à le mener. 8 mois de préparation, 8 mois de dossiers et de documents et de calme patient et immobile pendant que la situation s'organisait autour de moi. Et maintenant, c'était fini. Et mon corps ne savait plus très bien quoi faire de l'absence du poids qu'il avait porté. Je me suis arrêtée une fois sur un accotement de gravier qui surplombe la Dordogne, à un endroit où mon père m'emmenait pêcher quand j'étais petite. Je suis restée là environ 20 minutes. J'ai regardé l'eau. Je n'ai pas pensé à Olivier, ni à la procédure, ni à l'acte. J'ai pensé à mon père, debout dans cette rivière, avec ses bottes en caoutchouc,
tenant une canne à pêche avec la patience absolue d'un homme qui comprenait que certaines choses ne peuvent pas être précipitées, qui comprenait que le mieux qu'on puisse faire, c'est se mettre dans la bonne position et attendre. Puis j'ai repris la route. Dans les semaines qui ont suivi, je n'ai pas cherché à obtenir des informations sur la situation d'Olivier. Je veux être claire là-dessus. Je ne le surveillais pas, je ne posais pas de questions, je ne me nourrissais pas de mises à jour. Mais la Dordogne est un petit département et certaines choses arrivent qu'on les cherche ou non. C'est Maryvonne, au cabinet, qui me l'a dit en premier, à sa façon oblique de me dire les choses, posant l'information au bord de ma conscience comme elle avait posé ce carré de chocolat au bord de mon bureau. « Il paraît que Marchand Rénovation tourne au ralenti », a-t-elle dit un après-midi sans lever les yeux de son écran. 2 chantiers annulés. Les nouvelles vont vite dans un petit département. Elle n'a rien ajouté. Elle n'en avait pas besoin. Ce qui s'était passé, tel que je l'ai compris en fragments dans les semaines suivantes, était la conséquence naturelle d'une petite communauté qui absorbe une histoire. Olivier s'était positionné, dans les mois précédant le changement de serrure, comme un homme qui avançait, qui se modernisait, pour ainsi dire, qui échangeait une ancienne vie contre une nouvelle. Il avait été visible dans cette démarche, de la façon particulière d'un homme qui veut que sa décision soit validée par un public. Les gens avaient vu Sandrine. Les gens avaient vu les cartons. Les gens avaient compris ce qui se passait. Et puis les gens avaient appris pour le terrain. Dans un département où la propriété et le nom de famille ne sont pas des abstractions, mais la substance même de la position sociale d'une personne, l'histoire d'un homme qui change la serrure de la maison de sa femme pendant qu'une autre femme s'y installe, pour découvrir ensuite que la maison était bâtie sur un terrain qu'il n'avait jamais possédé, un terrain dans la famille depuis 1953, un terrain qui portait le nom du père et du grand-père avant lui. Cette histoire a voyagé. Pas bruyamment, pas avec malveillance nécessairement, juste de la façon dont les choses vraies circulent dans les endroits où tout le monde finit par connaître les affaires de tout le monde. 2 des clients d'Olivier avaient appelé le cabinet de Maître Vasseur pour confirmer les détails de la situation foncière, parce qu'ils envisageaient de lui confier des travaux sur leur propre propriété et voulaient comprendre ce à quoi ils avaient affaire. Maître Vasseur n'avait confirmé que ce qui était de notoriété publique, c'est-à-dire tout ce qui importait. Sandrine avait quitté la maison pour Marmande à la mi-novembre. Je le sais uniquement parce que son nom a cessé d'apparaître en lien avec la maison et la propriété. Je ne connais pas les détails précis de ce qui s'est passé entre elle et Olivier. Je n'en ai pas besoin. Je pense à elle parfois, le pull rose poudré, les bracelets empilés, la femme qui était venue chercher quelque chose de stable et qui s'était retrouvée debout sur un terrain qui n'avait jamais été à lui pour lui offrir. J'espère qu'elle a trouvé quelque chose de réel. Je le dis sans ironie. Olivier et Sandrine n'ont pas tenu le mois. Je l'ai appris par Rémi, le frère d'Olivier, qui m'a appelé un dimanche matin d'une façon que je n'avais pas anticipée. Rémi et moi, nous étions toujours bien entendus. Il était plus simple qu'Olivier dans les façons qui comptent, plus direct, moins en angle. Il a appelé pour me dire qu'il était désolé. Pas au nom d'Olivier, pas comme messager, juste personnellement. Spécifiquement désolé, de la façon d'un homme qui avait regardé quelque chose se dérouler et se sentait complice par sa proximité. « J'aurais dû appeler plus tôt », a-t-il dit. « Tu appelles maintenant ?» j'ai dit. Pour ce que ça vaut, il sait qu'il a tout faux. Il sait toute l'affaire, pas seulement le terrain. Je n'ai rien dit à ça pendant un moment, puis j'ai dit « J'espère que le savoir lui sert à quelque chose. » « Je crois que oui, a dit Rémi. Je crois que ça va lui prendre du temps de comprendre ce qu'il en fait. C'est son travail, j'ai dit, pas le mien. Rémi a dit, oui,
c'est juste. Et on a encore parlé quelques minutes de rien d'important. Ses enfants, le temps qu'il fait, des nouvelles du coin. Et puis, il a dit au revoir, et je crois qu'on a compris tous les deux que cette version particulière de notre lien se fermait, doucement et sans amertume, comme une porte qu'on tire à soi de l'intérieur. Tout le monde n'est pas revenu, je veux le dire clairement, parce que ce n'est pas une histoire où tout se résout dans la chaleur. Il y avait des gens dans ma vie, des gens périphériques, des couples avec qui nous avions dîné en tant qu'Olivier et Céleste, des amis qui étaient d'abord les siens et les miens par adjacence, qui se sont simplement effacés. Pas de rupture, pas de conversation dramatique. Juste la réalisation progressive que certains noms avaient cessé d'apparaître dans mon téléphone, et la réalisation ultérieure que leur absence ne me manquait pas autant que je l'aurais cru. Ce qui me manquait, d'une façon que je n'avais pas tout à fait anticipée, c'était la version de ma vie qui avait semblé établie. La maison comme lieu d'occupation partagée. Les mardis soirs ordinaires d'un mariage, même refroidis. Il y a un deuil spécifique dans la perte de la vie qu'on croyait vivre, même quand on sait, rationnellement, que cette vie était déjà terminée. Même quand on a un dossier qui le prouve. Ma mère ne m'a pas offert de platitude sur tout ça. Elle m'a offert une aide pratique. L'aide pour remettre mes affaires dans la maison. Une cocotte qui est apparue sur ma terrasse sans annonce, et un après-midi de début décembre, une enveloppe Kraft qu'elle a apportée de la maison familiale et posée sur ma table de cuisine sans explication. Je l'ai regardée. Son écriture sur le devant, mon prénom, et en dessous, de ton père, pour quand il le faudra. Je me suis assise. À l'intérieur, il y avait une lettre, manuscrite, l'écriture précise et légèrement serrée de Bernard Aumont. La même écriture que j'avais vue sur des notes de bornage et des annotations d'actes toute ma vie. Elle était datée 18 mois avant sa mort. Il l'avait écrite pendant qu'il préparait la donation-partage. Il l'avait écrite parce qu'il était un homme qui savait que les documents vous disent les faits d'une situation, mais pas le sens qu'ils portent, et il voulait que j'aie les deux. La lettre n'était pas longue. Mon père était constitutionnellement incapable d'écrire quoi que ce soit de long. Mais il y avait un paragraphe en son milieu que j'ai lu suffisamment de fois pour pouvoir le réciter de mémoire, et je veux vous le lire exactement tel qu'il l'a écrit. Céleste. Ce terrain est à toi parce que tu es celle qui a compris ce qu'il représentait. Pas parce que tu es ma fille. Être ma fille est un accident de calendrier. Parce que tu t'es assise dans cette salle d'audience quand tu avais 12 ans et que tu as fait attention à ce qui comptait. Une personne qui sait ce qui compte et qui le protège en conséquence est la bonne personne pour tenir quelque chose. Je te donne ce terrain parce que tu sais déjà comment le garder. Je suis restée à ma table de cuisine avec cette lettre pendant longtemps. Mes mains étaient à plat sur la table de chaque côté, la façon dont on se tient quand le sol a bougé. Et j'ai pensé à avoir 12 ans dans ce manteau bordeaux, les pieds ne touchant pas tout à fait le sol, à regarder le dossier Kraft de mon père gagner. Il m'avait vu là, il m'avait regardé, le regarder. Et 18 mois avant de mourir, il s'était assis et il l'avait écrit pour que je sache. Si ça vous a atterri quelque part, comme ça m'a atterri, si vous avez ressenti quelque chose là-dedans que vous ne savez pas tout à fait nommer, appuyez sur ce bouton « Like » et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est une petite chose, mais quand je suis assise ici à vous raconter l'histoire la plus importante que je connaisse, ça compte plus que vous ne l'imaginez de savoir que vous êtes là. La maison a repris sa forme de chez moi d'une façon plus silencieuse que je ne l'avais prévu. J'ai repeint la chambre, une couleur que je voulais depuis 3 ans et que je n'avais jamais choisie parce qu'Olivier préférait le blanc existant.
J'ai déplacé la table de cuisine vers une autre position, en angle vers la fenêtre plutôt que dos à elle, pour que le matin, je boive mon café en regardant la crête plutôt que le mur. Des ajustements petits, les ajustements d'une personne qui reprend les proportions de son propre espace. En janvier, j'ai écrit une lettre. Pas à Olivier. Il n'y avait plus rien à dire à Olivier que le dossier juridique n'avait pas déjà dit avec plus de précision que je n'aurais pu. J'ai écrit à moi-même. J'ai cette habitude à la clôture des chapitres importants. Pas un journal, pas un carnet, juste une lettre adressée à la version de moi qui la lira plus tard, qui aura besoin de se souvenir de ce que ça faisait d'être dans ce moment précis avant que ce moment devienne ordinaire. J'ai écrit « Tu n'attendais pas d'être sauvé. Tu attendais que le dossier rattrape ce que tu savais déjà. C'est fait. Tu peux te reposer maintenant. » Je l'ai lu à ma mère ce soir-là, assise sur sa terrasse dans le froid de janvier avec des couvertures et du thé. Quand j'ai eu fini, elle a été silencieuse un moment, puis elle a dit « Ton père aurait dit que c'est une dizaine de mots de trop. » J'ai ri. Elle a presque ri. « Mais il l'aurait pensé, a-t-elle dit. » Et elle a tendu le bras et posé sa main sur mon bras. Le même geste que la veille de la procédure, la même pression brève de sa petite main, la montre de Bernard glissant trop large à son poignet. « Je sais », j'ai dit. On est resté sur cette terrasse jusqu'à ce que le froid devienne sérieux et que la crête disparaisse dans le noir du ciel. Et j'ai pensé au papier peint, aux épis de blé dans la chambre où j'avais dormi enfant. Le motif qui se répète toutes les 14 centimètres. La façon dont la familiarité n'est pas la même chose que l'étroitesse. La façon dont une chose peut être exactement ce qu'elle a toujours été et être suffisante quand même. Je m'appelle Céleste Aumont-Ferrier, j'ai 43 ans. Je vis sur un terrain qui porte le nom de ma famille depuis 1953. Dans une maison que j'apprends, pièce par pièce, à habiter comme entièrement la mienne. Je bois mon café face à la fenêtre maintenant. Je garde un bloc de papier sur le siège passager de ma voiture. Je porte la chevalière de mon père à l'annulaire droit tous les jours. Et certains matins, quand la lumière passe sur la crête de cette façon particulière qu'elle a en novembre et de nouveau en mars, basse et ambrée et plus longue qu'on ne l'attend. Je me tiens à la fenêtre de la cuisine et je dis, doucement, à personne dans la pièce, « J'ai fait attention à ce qui comptait, papa, comme tu me l'avais dit. » Avant de partir, je veux vous poser une question et je veux que vous y réfléchissiez vraiment avant de répondre. Est-ce que quelqu'un vous a déjà protégé en silence, mis quelque chose en place pour vous, tenu quelque chose stable en votre nom, d'une façon que vous n'avez comprise que bien plus tard? Un parent, un ami, quelqu'un qui voyait plus loin que vous à ce moment-là et s'était assuré que vous seriez bien quand vous arriveriez là. Laissez-le dans les commentaires. Je les lis tous, vraiment et complètement. Et si cette histoire a laissé quelque chose en vous, si vous vous êtes retrouvé dans une partie de ce récit, que ce soit le terrain ou la lettre, ou juste cette sensation d'être enfin exactement là où vous êtes censé être, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le sol sous ses pieds est plus solide qu'il ne le pense. À très vite.